Il est minuit, dans une grande ville française. Un homme s'apprête à commettre un délit. Il titube, s'arrête en plein milieu de la rue. La voiture est forcée de stopper. L'homme simule un malaise. Après quelques secondes, le conducteur finit par sortir du véhicule pour venir en aide à l'homme qu'il croit saoul ou malade. Et un complice court alors s'installer au volant et s'enfuit avec la voiture. En pleine rue, en plein centre-ville, en moins d'1 minute, le conducteur s'est fait dérober son véhicule. Et cette victime est loin d'être un cas isolé. Chaque jour en France, 500 voitures sont volées. C'est devenu un des trafics les plus juteux qui soit. Une délinquance qui se développe dans toutes les grandes villes et qui peut se révéler parfois violente. Il y a un business, il faut aller jusqu'au bout. Tu vas jusqu'à tuer une personne pour lui prendre son véhicule. Une délinquance qui prend une ampleur considérable, mais encore méconnue du grand public. Alors nous avons enquêté pour comprendre comment nos voitures deviennent aujourd'hui des objets de convoitise pour la petite délinquance, comme pour le crime organisé. Ça, c'est des professionnels, on est sur du trafic de grande envergure, hein, parce que là, on est déjà à 17 voitures volées. Ils connaissent mieux que les garages, ils connaissent mieux que nous. Ils savent telle et telle voiture, comment l'ouvrir, comment la démarrer. Nous avons découvert comment, à cause d'Internet, les voleurs sont aujourd'hui capables de dérober nos voitures, sans aucune effraction et sans laisser de traces. Je ne détecte aucune empreinte, aucune dégradation visible. Comme ça, tout de suite, je ne pourrais pas vous dire comment il a été dérobé. Vous allez voir pourquoi les systèmes anti-vol de nos voitures, y compris les plus élaborés, sont désormais contournés sans aucune difficulté. Voilà, carton détecté. On va la reprogrammer. Je la réinsère et la carte est reconnue par le véhicule. Avec ce matériel-là, on peut voler un véhicule sans problème. Sans effraction. Sans effraction, bien sûr. Nous avons découvert comment nos voitures, une fois volées, alimentent des trafics qui nous ont menés au cœur des mafias d'Europe centrale. Allô? Oui. On va se rencontrer dans l'endroit où on se retrouve toujours, ok? On va attendre la personne qui arrive de France avec la voiture. Face à cette délinquance de plus en plus sophistiquée, de nouveaux systèmes voient le jour pour protéger nos voitures. Et certains sont prêts à aller très loin pour poursuivre les criminels. Voilà, c'est bon, on a touché un signal. Là, ça correspond au véhicule. Et au-dessus de ces maisons là, il est dans ce secteur-là. Comment les voitures que nous conduisons au quotidien peuvent-elles disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces? Et pourquoi sont-elles en train de devenir les nouvelles proies d'une délinquance qui ose tout? Vous n'avez jamais eu peur que ça se passe mal? Le risque t'accompagne toujours dans la vie. On ne s'en rend pas toujours compte au quotidien, mais les 30 millions d'automobilistes que nous sommes sont aussi 30 millions de victimes de vols potentiels. Une menace d'autant plus grande que dérober notre voiture est loin d'être compliqué pour les voleurs. C'est ce que nous avons découvert. Aujourd'hui, les délinquants ont trouvé de nouvelles méthodes pour dérober nos voitures. Des méthodes particulièrement astucieuses. Désormais, les voleurs pianotent tout simplement sur Internet, car la toile est devenue un supermarché pour les malfrats. Nous avons découvert que des dizaines de sites proposent des kits pour pirater les voitures. Des sites marchands derrière lesquels se cachent des commerces basés sur notre territoire et qui vendent donc du matériel d'un genre très spécial. Des outils qui permettent d'ouvrir les serrures de voitures et de les démarrer. Les prix varient entre 500 et 5000 € en fonction des modèles et en fonction des sites. Ces sites sont parfaitement légaux, mais ils s'adressent normalement à des garagistes. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus utilisés par les voleurs. Sur l'un d'entre eux, on lit qu'il est possible d'essayer les outils sur place avant achat. Alors nous avons pris contact pour comprendre comment il fournit aujourd'hui toute une filière de voleurs. Oui, bonjour. J'ai vu que vous aviez... Un homme nous répond. Nous nous présentons comme journalistes. Il accepte de nous rencontrer. Si vous pouvez passer, puis on se calme rendez-vous, il n'y a pas de problème. On peut voir ça. Ok. Le rendez-vous est pris sans difficulté, mais notre interlocuteur a demandé à rester anonyme. Et pour cause, vous allez voir que son business est une affaire qui, en réalité, n'est pas si légale que ça.
Quelques jours plus tard, nous avons rendez-vous en Gironde, sur un parking isolé de la région bordelaise. L'homme arrive à bord d'une berline flambant neuve. Il est jeune, une vingtaine d'années à peine. Nous faisons les présentations. Bonsoir. Enchanté. Rapidement, il nous propose d'aller voir le contenu de son coffre. Le matos. À l'intérieur de ce carton, du matériel à vendre. Des pièces qu'il propose d'acheter sur son site et qui sont principalement importées de Chine. Clés Peugeot, donc ça se vend 50 €, on va dire. Là, les clips Clio 2. Tout ça, c'est des clés vierges. Ça, c'est des clés vierges, mais c'est pas des origines, c'est des copies chinoises. Il n'y a pas de logo derrière. Tout ça, Ouais. ça vient de Chine. Tout ça, c'est des copies chinoises. C'est des clips adaptables, on va dire. Adaptables à l'origine. Ça, c'est une Peugeot, ça aussi. C'est une Peugeot, pardon. L'homme propose des outils pour ouvrir les voitures et les faire démarrer. Des outils que, volontairement, nous ne vous montrerons pas. Car ils sont facilement accessibles et peuvent être utilisés à des fins illégales. On insère le boîtier, on branche, on tourne la clé, il y a une lettre qui va clignoter. Il suffira de retirer le boîtier, le véhicule démarrera. De quoi ouvrir les voitures donc, et aussi de quoi programmer les clés de démarrage de nombreux véhicules. Ça, c'est des programmeurs Renault qui programment toutes les clés à partir de 2001 jusqu'à aujourd'hui. Et ça vaut combien un appareil comme celui-là? Ça, il y a tous les prix. Ici en France, ça se vend, on va dire, 2500 €. Ces outils ressemblent à des gadgets, mais sont-ils réellement efficaces? Notre voiture va servir de cobaye. Un monospace, l'une des voitures les plus vendues en France. Comme beaucoup de véhicules modernes, le nôtre fonctionne avec une carte main libre. Sans notre carte, l'homme va tenter de l'ouvrir et de le démarrer. Le plus simple pour lui, c'est l'ouverture de la porte. Pour y parvenir, il utilise un de ces outils. Là encore, nous ne vous le montrerons pas, car il est facilement accessible sur Internet. Ça, c'est un outil de serrurier qui permet de décoder la serrure, cran par cran, et qui permet de faire tourner le barillet. Ça prend combien de temps? Bon, ça prend un certain moment, quand on n'a pas l'habitude, mais quand on a l'habitude, ça prend quelques secondes. La portière s'ouvre, sans effraction et sans effort. Reste le plus difficile, démarrer le véhicule. Et pour cela, il va utiliser une carte vierge et un des boîtiers en vente sur son site. Une fois encore, nous ne vous le montrerons pas, car l'objet peut être utilisé pour voler. Donc là, j'ai en main le programmateur Renault qui va programmer la clé vierge que j'ai dans les mains. Une simple carte vierge. Voilà. Donc je vais vous faire montrer comme quoi elle est bien vierge. Elle n'est pas reconnue par le véhicule, carton détecté. On va la reprogrammer grâce à la prise du diagnostic du véhicule. On va brancher le boîtier ici. Il va donc connecter son boîtier à l'ordinateur central de la voiture pour activer la carte et faire démarrer le véhicule. Donc ce qu'on va faire, je vais brancher le boîtier qui va travailler automatiquement en quelques secondes. Ça va finir par clignoter lentement pour nous dire que la carte a bien été programmée. Et 1 minute plus tard, voilà le résultat. La carte est programmée, je retire le boîtier, je retire la carte, je la réinsère, j'appuie sur l'embrayage et la carte est reconnue par le véhicule, la carte est bien programmée. En 2 minutes, montre en main, l'homme a ouvert notre voiture et l'a démarrée sans notre clé. Et des systèmes qui permettent de démarrer les véhicules, il y en a beaucoup. Il y a un boîtier pour chaque marque. Par exemple, le PSA Peugeot Citroën, voilà, réuni en un boîtier. Le Audi en un boîtier, le BMW en un boîtier, et le Renault en un boîtier. Et tout Voilà. ça, vous l'avez? Tout ça, je peux avoir. Je ne l'ai pas forcément actuellement, mais je peux avoir facilement. Quoi. À combien? L'homme a tenu à garder secret son chiffre d'affaires. Mais d'après nos informations, il vendrait plus d'une dizaine de boîtiers par mois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très regardant sur sa clientèle. Bah, mes clients, après, je ne suis pas trop regardant, quoi, on va dire. Chacun utilise ce matériel comme il veut, quoi. Après, c'est pas pour problème, ça ne me regarde pas, je ne vais pas le savoir, quoi.
Est-ce que concrètement, c'est du matériel qui est utilisé par des voleurs? Sans aucun doute. Il admet qu'il vend du matériel à des voleurs. Pire, il n'hésite pas à aller lui-même ouvrir des voitures pour des clients, sans se préoccuper s'ils sont de bonne foi ou pas. Et est-ce que ça t'arrive d'aller dépanner des gens? Ah ça ouais, ça je l'ai fait carrément. Il y a pas longtemps, le client avait perdu toutes ses clés. J'ai fait le déplacement à Paris et je les ai reprogrammées en 30 secondes, voilà. Or qu'il y en avait, il me disait, pour 2000 €. Et ben ça a changé, et là je l'ai dépanné pour ça. Après j'ai pris un petit billet, puis voilà. Un business rentable donc, mais totalement illégal. L'homme peut être poursuivi pour complicité de vol. À ce titre, il encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Devant la facilité avec laquelle on a ouvert notre voiture, nous avons joint le constructeur afin de savoir comment il tentait de lutter contre cette nouvelle délinquance. Après des semaines de négociations, la marque a fini par refuser de nous parler. Réponse officielle, il n'y a pas de porte-parole disponible sur le sujet. En clair, le constructeur ne souhaite pas communiquer. Pas plus que ses concurrents d'ailleurs. Quelle marque voudrait communiquer sur les failles évidentes de ces systèmes de sécurité? Car le phénomène a pris une ampleur impressionnante. Grâce au développement des ventes sur Internet de ces clés universelles et démarreurs électroniques, selon nos sources, 2 voitures volées sur 3 le seraient désormais sans violence. Et ce, toutes marques confondues. Face à ces techniques électroniques utilisées par les voleurs, les forces de l'ordre semblent parfois démunies. Sur les 500 voitures volées chaque année en France, la police en retrouve à peine 1 sur 2, et encore pas toujours en état de fonctionner. Alors pour tenter de lutter contre ce phénomène, les propriétaires de voitures sont de plus en plus nombreux à faire appel à des entreprises privées. Des entreprises qui ont mis en place des moyens considérables pour tracer nos voitures où qu'elles soient, en France ou en Europe. Un business qui, vous allez le voir, est de plus en plus lucratif. Pour protéger une voiture lambda, il existe un système qui permet de tracer notre véhicule où qu'il soit. Le principe est en apparence fort simple, mais en fait, il nécessite du matériel et des moyens logistiques impressionnants. Boulogne-Billancourt, banlieue chic parisienne. Abilio est un spécialiste des mouchards. Depuis 10 ans, il équipe des véhicules privés de balises de détection. Une balise que l'on appelle dans son jargon un tracker. Et ce jour-là, il a un rendez-vous important. Un homme l'attend avec impatience, un nouveau client. Il vient de s'offrir un coupé sport Audi flambant neuf. Valeur 50 000 €. J'ai un ami qui s'est fait voler sa voiture il y a quelques années. Quand j'ai vu toutes les démarches derrière administratives et autres auprès des assureurs, c'est quand même assez contraignant. Moi, j'ai besoin de mon véhicule pour travailler tous les jours. Donc, si jamais on me le vole, moi, c'est surtout l'aspect pratique et tranquille sur le véhicule. Alors, pour sécuriser sa voiture, Abilio va y cacher sa balise. Il doit trouver un emplacement dans un recoin de la voiture. Un emplacement qui ne soit pas facilement visible des voleurs. Car le tracker va fonctionner comme un boîtier espion que l'on va déclencher en cas de vol. Mieux vaut donc qu'il soit discret. C'est un petit boîtier qui est complètement autonome, que nous cachons dans le véhicule. C'est totalement invisible. Le boîtier fait la taille d'un téléphone portable. Pour des raisons de confidentialité, nous ne serons pas autorisés à vous le montrer. Le technicien a plus de 30 endroits différents pour le cacher. En moins d'une demi-heure, l'installation est faite. Et désormais, derrière cette petite balise, il va y avoir toute une logistique pour suivre à la trace le véhicule de ce nouveau client. Pour le comprendre, nous nous rendons au siège de l'entreprise. 300 mètres carrés de bureaux en région parisienne. 17 millions de chiffre d'affaires. Une centaine de personnes travaillent ici en permanence dans une sorte de PC de sécurité privée. Tracker, Jamila, bonjour. Dans la société, il y a une dizaine d'enquêteurs. Avec l'opération, bonjour.
Quand une personne se fait voler son véhicule, Vous avez l'immatriculation de votre véhicule? elle appelle directement ici. Entre quelle heure et quelle heure? L'enquêteur actionne la balise cachée dans la voiture. Celle-ci va fonctionner comme une balise de détresse en émettant des ondes radio. Un système qui n'a pas été inventé en France, mais à des milliers de kilomètres de chez nous, aux États-Unis, dans l'État du Massachusetts. Plus précisément, à Boston. L'inventeur est un certain William Reagan. Il est policier. Et son idée, il va la trouver en s'inspirant de l'histoire douloureuse que traversent les États-Unis, la guerre du Vietnam. Pour retrouver leurs hommes perdus sur le terrain, les militaires américains utilisent une technologie d'ondes radio. Chaque groupe d'hommes est équipé d'une balise que les bases arrière activent lorsqu'elles perdent durablement le contact. De nombreux soldats perdus sur le terrain sont ainsi retrouvés et sauvés. Un système dont William Reagan va s'inspirer. Il a l'idée d'utiliser la même technologie pour pister les voitures de ses confrères policiers en opération. En cas de perte de contact, le central peut activer la balise et retrouver le véhicule de l'agent en difficulté. Le système se révèle tout de suite efficace. William Reagan se dit alors qu'il peut intéresser le grand public. Il décide de quitter la police et monte sa propre entreprise de tracker. Le succès est immédiat. La société s'implante partout aux États-Unis et vend sa technologie dans une trentaine d'autres pays, dont la France, aux sociétés Lockster, GeoTracer et Tracker, le leader du marché. La force du système, c'est que, à la différence des GPS, qui ne fonctionnent pas quand le véhicule passe sous un tunnel ou dans un parking, le système de Tracker utilise une technologie d'onde radio. Là où un GPS décroche, l'onde radio continue d'émettre, même sous un tunnel, même en sous-sol. Il est donc fiable, quel que soit le terrain. Ce matin, au siège de la société Tracker, 3 véhicules ont été signalés volés. Donc je vais lancer les opérations et on vous tiendra informé au fur et à mesure de ce qui se passe. Pour retrouver les véhicules volés, la société a embauché des enquêteurs professionnels, comme François, un ancien policier. C'est lui qui va mener la traque. Je vous en prie. Bon courage, à bientôt. La voiture qu'il va tenter de retrouver est une Citroën C3. Dès qu'il a activé la balise, celle-ci a commencé à émettre des ondes, elles-mêmes relayées par les antennes radio les plus proches. Ces antennes relais vont permettre à François de se faire une première idée de l'endroit où se trouve la voiture. C'est une triangulation entre différentes bases et donc ça donne après un secteur qui peut être d'une dizaine de kilomètres à peu près. Pour François, la suite est une affaire de rapidité. Il faut intervenir avant que les voleurs ne disparaissent ou ne commencent à mettre le véhicule en pièces détachées, ou pire encore. Plus on attend, le véhicule peut être démonté ou alors il peut être brûlé. Ça arrive aussi parfois. Donc, les voleurs font des choses avec, un braquage ou un vol à main armée. Et puis donc on retrouve le véhicule, dans ce cas-là, brûlé. En l'occurrence, la balise activée par la Citroën C3 a déclenché les relais radio situés dans le nord de Paris. François commence sa chasse à l'aéroport de Pontoise, dans le Val d'Oise. Pour retrouver les voitures volées, il a affrété un hélicoptère. 700 € l'heure de vol. L'appareil peut voler jusqu'à 300 km/h. Il peut donc couvrir des dizaines de kilomètres en un temps record. François se dirige dans un premier temps vers la zone indiquée par les antennes radio qui ont été activées. La zone est vaste, plusieurs dizaines de kilomètres. L'enquêteur va alors se servir d'un appareil de réception pour capter en direct le signal de la balise. Alors qu'est-ce qu'on lit là? Là c'est un code alpha numérique qui correspond donc à la balise radio du véhicule. Un code unique qui fait que le système reconnaît le signal de la balise de la voiture volée quand il s'en approche. Encore faut-il capter son signal. Et au bout de quelques minutes, un son se fait entendre dans le cockpit. Ah, voilà. C'est bon, on a touché un signal. Je peux te mettre un stationnaire. Voilà, donc là ça correspond au véhicule. La flèche indique la direction.
le nombre de barres, la proximité. Et plus le nombre de barres augmente, plus l'hélicoptère se rapproche de la voiture. En l'occurrence, au bout de 5 minutes de vol, François identifie la commune de Montigny-les-Cormeilles. Ouais, là, tu vois. Et au-dessus de ces maisons là, hop, il est dans ce secteur-là. Après, donc faut l'affiner au sol. La zone est pavillonnaire, impossible d'atterrir en hélicoptère. L'enquêteur passe ensuite le relais au sol. Il envoie un mail à la police qui, équipée du même système, n'a plus qu'à trouver la rue exacte où la voiture est garée. J'avise les forces de l'ordre qui sont équipées de trackers du secteur pour qu'ils puissent aller à la chasse et traquer le signal. Mission accomplie pour notre enquêteur. Hélicoptère Fox, Golf X-Ray Romeo Papa, fin de recherche, on quitte le secteur pour reprendre le cheminement parisien par le Bourget. Pendant ce temps-là, au sol, 4 heures après le début des recherches, le véhicule est retrouvé, stationné dans une impasse. La Citroën C3 va être transportée dans un garage et remise entre les mains d'experts scientifiques pour qu'une enquête classique soit menée pour retrouver les voleurs. Le lendemain, au garage d'Herblay, la C3 est rendue à sa propriétaire. Bonjour monsieur. Bonjour madame, vous allez bien? Très très bien, ça va. On m'a appelé pour me dire de venir voir la ma C3. voiture. Voilà. Ok. Je vais vous la sortir tout de suite, je vais la mettre dehors. La voiture est comme neuve. Je regarde l'intérieur aussi, tant qu'à faire. Bien sûr. Elle est super propre. On dirait qu'il n'y a rien qui a été volé en plus. Hein. Donc vous voyez, hein, elle est comme vous l'avez Oui, non mais il n'y a pas de quitté, problème. hein. De ce côté-là, il y a vraiment... Ouais, intérieurement, même les toiles de pavillon, vous pouvez regarder, il n'y a pas eu de brûlure de cigarette, on n'a pas de plastique abîmé, frotté, rayé. Elle a vraiment... elle n'a pas eu le temps de souffrir du tout, quoi. Comme la C3 de cette propriétaire, plus de 90% des voitures volées équipées de trackers sont retrouvées. Merci. Au revoir madame, bonne soirée. Ce serait donc un moyen très efficace pour lutter contre les vols. Seulement voilà, un tracker coûte cher. 700 € de matériel en moyenne et 150 € par an d'abonnement. Ce n'est pas à la portée de tous les conducteurs. En France, seules 200 000 voitures sont équipées sur 30 millions. Même pas une sur 100. Les voleurs semblent donc avoir de beaux jours devant eux. Mais voler une voiture n'est souvent pour eux qu'une première étape. Le but est en général de la revendre. Or, pour les malfrats, cette seconde étape est compliquée. Car une fois le vol déclaré à la police, les préfectures sont automatiquement informées. Et il devient impossible à tout nouveau propriétaire de mettre à jour la carte grise sans que le vol ne soit signalé informatiquement. Alors, certains voleurs ont mis en place un système qui leur permet de contourner la difficulté et de régulariser ces voitures dérobées. Et vous allez le voir, ce système repose sur un trafic de papier à grande échelle. Un trafic qui, nous l'avons découvert, rend quasiment impossible de retrouver nos véhicules volés. Pour le comprendre, nous nous rendons aux portes de Clignancourt à Paris. Au pied de cet immeuble ancien, nous retrouvons Luc. Cet homme de 31 ans vit ici en couple avec son épouse. Il a été l'un des principaux rouages d'un trafic international de vol de voitures. Pour cela, il a même été condamné à 15 mois de prison. Il s'est repenti depuis. Il nous montre la devise qu'il s'était fait tatouer à l'époque sur son torse. Elle tient en 3 lettres. ISF. ISF comme impôt sur la fortune. Il espérait pouvoir être suffisamment riche un jour pour payer cet impôt. Je me suis toujours dit, si un jour je paye l'impôt sur la fortune, c'est que j'ai réussi ma vie. À l'époque, il a 20 ans et entretient un look romantique. Rien ne laisse supposer qu'il fait en réalité partie du grand banditisme. Pourtant, dans sa cité de Creil, Luc est alors surnommé la Pointure. Il a déjà à son actif plusieurs milliers de véhicules volés. Tout a commencé 2 ans plus tôt. À l'époque, Luc s'est engagé dans l'armée. Lors d'une de ses permissions, il traîne dans son quartier.
et il est repéré par un important réseau de voleurs de voitures qui sévit dans sa cité. Un réseau très organisé qui va lui proposer de gagner beaucoup plus d'argent que sa solde de militaire. Moi, je suis chargé juste de prendre des cartes grises, les ramener et les vendre. Je les prenais en Belgique et je les ramenais en France. Et j'ai l'impression de me sentir que je suis quelqu'un, parce que je participe à une économie souterraine. Et je me sens un peu comme Tony Montana ou d'autres gangsters, mais Jacques Mérine ou voilà. Même dans mon sac d'amis, j'étais le petit caïd dans mon sac d'amis, parce que je faisais ça. J'étais devenu, on peut dire, le mec qui ramène les cartes. C'était le mec qu'il faut connaître pour... tu veux des cartes, c'est lui qu'il faut voir. Un système de vol de voitures qui commence donc par un vol de cartes grises. Pour cela, le réseau a mis en place une organisation avec des ramifications qui vont bien au-delà de la région parisienne. Pour nous le montrer, Luc nous donne rendez-vous devant la gare du Nord. Pendant des mois, 3 fois par semaine, le jeune trafiquant va prendre le train et parcourir 350 km vers le nord, direction Bruxelles. Car c'est ici que tout commence, dans la capitale belge. À chaque voyage, Luc n'a qu'un but en tête, voler un maximum de cartes grises. Je venais ici uniquement avec l'appât du gain, c'est-à-dire je venais ici pour voler. Les quartiers résidentiels chics, c'est le terrain de chasse de Luc. On y trouve de tout. Petite citadine, berline, coupée, l'endroit idéal. Il suffisait juste de briser une vitre et prendre les cartes grises. En Belgique, les certificats d'immatriculation doivent rester à l'intérieur du véhicule, c'est la loi. Dans l'arrêté royal relatif à l'immatriculation de véhicules, c'est-à-dire dans l'équivalent de notre code de la route, il est stipulé à l'article 17. Le certificat d'immatriculation est conservé à bord du véhicule, chaque fois que ce dernier participe à la circulation. Autrement dit, en Belgique, la carte grise doit toujours être à bord de la voiture à partir du moment où celle-ci est sur la voie publique, qu'elle soit en mouvement ou bien garée, de jour comme de nuit. Pour s'en emparer, Luc n'hésitait pas à casser la vitre avec une pierre. Un délit pourtant passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Alors voilà comment ça se passait. Et il arrivait, je me mettais à hauteur limite, je suis limite à ça de la vitre, à peut-être 15-20 cm. Et quand j'ai mon silex, bien sûr c'est un silex, je le jette et limite, lorsque je le lâche, il y a 2 cm qui séparent entre ma main et la vitre. En fait, c'est juste pour minimiser le bruit, pour faire le moins de bruit possible. À chaque voyage, c'est le même rituel. Luc va commettre des vols avec effraction en série et dérober ainsi à chaque virée nocturne plusieurs dizaines de cartes grises. Des actes totalement illégaux. Pourtant, à l'époque, il agit sans scrupules. En une nuit, je pouvais faire facilement 200 véhicules. J'arrivais à un stade où j'avais l'impression, déjà j'étais venu jusqu'ici pour ramasser des billets dans les rues. On a l'impression que c'était un billet. C'est comme si je prenais 200 € minimum par voiture. Luc visait de préférence les voitures haut de gamme. Ce sont celles qui rapportaient le plus. Mais c'était aussi celles qui attiraient le plus l'attention. Alors à chaque fois, Luc restait prudent pour pouvoir continuer de voler sans être dérangé. Et il avait sa technique pour cela. Je mettais toujours côté, pas le côté conducteur, mais côté passager. Côté trottoir. Voilà, côté trottoir. Parce qu'au cas où, si j'entends juste une voiture qui passe, la première réaction, c'est de se baisser automatiquement pour essayer de se cacher. Le voleur agit à l'époque sans état d'âme. Même s'il sait qu'en volant ses cartes grises, il alimente forcément un réseau qui commet des délits à la chaîne. Et parfois pire. Je sais que maintenant, en France, je vais alimenter d'autres crimes. Quelque part, je pousse des gens, par le biais d'avoir amené la première pièce du puzzle, eux, ils vont compléter la suite. La suite se passe de l'autre côté de la frontière. Retour en France. Luc va vendre au réseau chaque carte grise volée environ 200 €. Et voici le reste du système mis en place par les trafiquants. Ils sont désormais en possession d'une vraie carte grise belge qu'ils vont remettre à un complice. Ensuite, ils font faire un faux certificat de vente au nom de son complice. Ce faux certificat prouve la vente du véhicule belge en réalité resté en Belgique. L'homme n'a plus qu'à se rendre à la préfecture avec la vraie carte grise belge et le faux certificat de vente. Il explique aux fonctionnaires du guichet qu'il vient d'acheter une voiture en Belgique et que, vivant en France, il doit se faire comme la loi l'exige
une nouvelle carte grise française. En réalité, il n'a pas de voiture, mais à la préfecture, on ne demande jamais à voir le véhicule dont on change la carte grise. Quant à la carte grise belge volée, elle est bien déclarée volée, mais en Belgique. Et la préfecture française n'a aucun moyen de le savoir. Le fonctionnaire va donc fournir au voleur une nouvelle carte grise, française celle-ci, et tout à fait en règle. Toutes les cartes passaient. C'était... faut faire ça vite. Ça passait énormément, tout passait. Par mois, ça devait être peut-être 100 à 200. Pour les malfrats, le plus dur est fait. Reste un petit détail à régler. Ils ont certes de vrais papiers en règle, mais toujours pas de voiture. Alors ils vont en voler une, mais pas n'importe laquelle. Une voiture qui correspond strictement à ses papiers. Même marque, même modèle, même couleur. S'il le faut, ils passeront toute la région au peigne fin. Pour cela, ils ont mis en place un réseau d'informateurs redoutablement performant. Il faut trouver, il faut chercher, il y en a qui font des rondes. On les paye 20 € la journée pour qu'ils font des rondes dans des cités, dans les patelins, pour trouver le véhicule. Et ils donnent un coup de fil, et j'ai trouvé. Il y en a qui suivent l'habitude des gens. C'est-à-dire que vous pouvez être une personne civile, on est en train de vous pister, vous ne savez même pas. Que tous les jours, on sait que vous quittez à telle heure, et autres, juste parce que vous avez le véhicule qui correspond à une carte grise. Si vous avez acheté entre 2001 et 2004 un Scénic ou un Golf 4 diesel, vous avez aucune chance. Vous allez être victime de ce trafic. Et quand ils veulent vraiment un véhicule, les trafiquants n'ont pas de limite. On était sans scrupules. De toute manière, il y a un business, il faut aller jusqu'au bout. Et souvent, c'est des vols de voitures qui se passent très mal. Des fois, il peut avoir même ça peut aller jusqu'à l'homicide. Moi, pour ma part, c'est jamais arrivé. Mais je sais qu'il y en a, ça va jusqu'à tuer une personne pour lui prendre son véhicule. Une fois le véhicule volé, les trafiquants commandent les plaques de voiture tout à fait légalement, grâce à la nouvelle carte grise. Mais il reste une ultime étape pour que le vol soit parfait. Il faut encore maquiller le numéro de série de la voiture volée. Car il faut savoir que chaque voiture est identifiée par un numéro de série qui est unique. Un numéro frappé à l'intérieur du châssis, sous la carrosserie. Or, ce numéro est aussi indiqué sur la carte grise. Et bien sûr, le numéro de la voiture que les trafiquants viennent de voler en France ne correspond pas à celui de la carte grise, puisque la carte grise indique le numéro de la voiture belge dont on a volé les papiers. Alors, avec l'aide d'un complice, un garagiste véreux, les trafiquants vont effacer le numéro de série de la voiture volée en France et y faire graver à la place le numéro de la voiture belge qui figure sur la carte grise. Cette fois-ci, tout correspond. Selon Luc, c'est le vol parfait. Impossible, dit-il, de déceler le système. Voilà comment chaque année, plus de 100 000 voitures volées sont ainsi revendues sur le marché français, sans que les acheteurs ni même les services de l'État aient pu se rendre compte du micmac. Alors nous avons questionné les autorités et nous avons découvert pourquoi les préfectures étaient incapables de déceler ces manœuvres. Pourquoi leur procédure de contrôle censée empêcher l'immatriculation de voitures volées était inefficace pour déjouer le scénario de la carte grise belge. Préfecture du Val d'Oise, en banlieue parisienne. Dans ce grand bâtiment sur 3 étages, aux allures d'aéroport, des centaines de personnes viennent chaque jour faire leur pièce d'identité, leur passeport et bien sûr le certificat d'immatriculation de leur voiture. Ici, on délivre plus de 50 000 cartes grises par an, plus de 150 par jour. C'est un véhicule que vous avez acheté, hein. Toujours en la carte grise. Merci. Je vous en prie, au revoir madame, bonne journée. Quand une personne se présente pour faire une nouvelle carte grise, les fonctionnaires prennent l'ancienne et rentrent l'immatriculation du véhicule dans une base de données ultra confidentielle et ultra sécurisée. Donc je dois m'authentifier et on a un mot de passe qu'on change régulièrement. Apparaissent alors un certain nombre d'informations sur la voiture à immatriculer. Date de première mise en circulation, numéro de série, ancien propriétaire, mais aussi la situation du véhicule. Donc on a un véhicule, état de vol par exemple, si le véhicule est volé. Là, on voit qu'il est non volé. Si jamais un véhicule est volé, ça, au moment de l'enregistrer, on le verra et ça bloquera, donc on ne pourra pas l'enregistrer. Le problème, c'est que si ce logiciel détecte bien les véhicules volés un peu partout en Europe, y compris en Belgique, rien n'est prévu en revanche pour détecter les cartes grises dérobées.
Donc, rien n'apparaît dans le système quand on présente le document volé. Aucune alerte. C'est cette faille que les voleurs exploitent. Une faille devant laquelle les autorités elles-mêmes se disent impuissantes. Nous avons questionné Olivier Prieur, chef du bureau usager de la route. Et vous allez voir qu'il n'aime pas trop parler du sujet. D'ailleurs, notre question embarrasse. Est-ce qu'en France, on peut immatriculer un véhicule qu'on ne possède pas? Si les deux parties se sont mises d'accord, on est sur une déclaration commune. C'est impossible de le détecter. Les agents de préfecture n'ont pas vocation à contrôler des signatures, pas une vocation de graphologue. Donc, la déclaration de cession est une déclaration sur l'honneur, quelque part, qui engage la personne qui la signe, la remet et la déclare officiellement auprès d'une administration. Aucun contrôle n'est fait sur le véhicule en soi. Il y a un certain nombre de maillons qui sont prévus. Qui dit maillon, dit qu'un maillon peut être défaillant, bien entendu. À cause de cette faille dans le système français, le trafic de cartes grises volées a explosé en Belgique ces dernières années. 7500 ont été dérobées en 2010, 8000 en 2011 et 8500 en 2012. 8500 cartes grises belges dérobées et sans doute autant de voitures françaises volées qui correspondent à ces cartes grises pour être remises en circulation. Mais que font les voleurs de ces voitures? Comment réussissent-ils à les écouler? Et qui profite de ce trafic? Nous avons découvert que nos voitures volées sont parfois revendues par le biais de réseaux troubles, un trafic tenu par des organisations criminelles et même la mafia. Il faut dire que le marché est ultra juteux. Il représenterait plus de 2 milliards d'euros. En suivant la piste de voitures volées en France, notre enquête nous a menés vers des lieux insoupçonnés, jusqu'en Europe centrale. Et plus précisément, au Monténégro, à quelques kilomètres du poste frontière de l'Albanie, dans la ville de Touzi. Il est minuit, nous avons rendez-vous avec Ben, un trafiquant albanais. Une de ses spécialités, faire de l'argent avec nos voitures volées en France en les écoulant en Albanie. Il appartient à un réseau mafieux, un réseau extrêmement bien rodé. Et pour s'assurer que les véhicules qui ont été dérobés seront bien revendus sur le marché albanais, toute l'organisation de Ben repose sur sa capacité à déjouer les contrôles de la police. Et dans ce domaine, vous allez voir, notre homme est pour le moins astucieux. Ce soir, Ben attend justement la livraison d'une voiture française. Un passeur doit lui apporter une voiture volée il y a quelques jours dans la région de Toulouse. Allô? Allô? Oui. T'es où? Je viens d'arriver. Je viens de descendre. On va se rencontrer dans l'endroit où on se rencontre toujours, d'accord? Je suis en voiture. D'accord. Le lieu du rendez-vous n'a pas été choisi au hasard. Il est situé au bout de cette route. Ici, pas de lumière et surtout aucun policier aux alentours. L'endroit idéal pour effectuer une transaction illégale. Le passeur est déjà sur place. Après 16 heures de route, il va livrer le véhicule volé en France aux trafiquants. Salut, comment ça va? Tout s'est bien passé? Pas de policiers? Non, non, pas de policier, tout s'est bien passé. La voiture est OK? Oui, oui, regarde. Ben vérifie rapidement l'état de la marchandise. C'est une Ford, elle est en bon état, 300 000 km au compteur. Donc pas cher, 500 €. Il en a déjà payé la moitié il y a quelques jours, quand il a passé commande. Il paye le reste maintenant. Tiens, c'est pour toi, comme convenu. 250 € en cash. Il peut prendre le volant de sa nouvelle voiture française, mais il faut encore passer la frontière. Pour cela, il faut des papiers. Son fournisseur lui a transmis des documents fournis par le réseau. Là encore, tout est illégal. Ce certificat de vente, par exemple, est totalement bidon. C'est un vrai ou c'est un faux certificat? C'est un faux.
C'est complètement illégal. Vous voyez le saut? Nous le réalisons en Albanie. Le seau est presque original. La couleur, elle, est originale. Nous préparons 50 à 60 feuilles avec un tampon. Si jamais il y a un problème, nous avons des feuilles tamponnées en réserve. Nous envoyons ces papiers par la poste. La déclaration est faite en France. Et lorsque le passeur arrive, il nous les redonne. Et la police, dans 99% des cas, ne voit pas que c'est un faux. Un faux certificat de vente réalisé avec un faux tampon. Ce serait donc suffisant, selon lui, pour tromper les douaniers et faire entrer en Albanie un véhicule volé en France. Le lendemain matin, poste de douane de Anitotit, à la frontière entre le Monténégro et l'Albanie. Ici, chaque jour transitent des milliers de véhicules qui viennent de toute l'Europe, de Belgique, d'Allemagne, mais aussi de France. C'est par là que Ben doit passer pour rapporter en Albanie la Ford française qu'il a récupérée hier. Mais avant, il faut réussir à franchir le contrôle des douaniers. Vous n'avez jamais eu peur que ça se passe mal? J'ai eu des problèmes avec une voiture et j'ai dû payer 1 000 €. Pourquoi aussi cher? Parce que c'était un modèle haut de gamme. Le risque t'accompagne toujours dans la vie. Arrivé au poste de douane, pour ne pas éveiller les soupçons, nous filmons en caméra cachée. Tiens, salut chef. Ben, si décontracté tout à l'heure, s'est tendu. Le douanier prend son temps. Il examine attentivement le document. Et quelques secondes plus tard, en moins d'1 minute et sans la moindre anicroche, l'affaire est réglée. Le douanier n'a rien vu. Avec ses faux documents, Ben est passé sans problème. En 7 ans, il aurait ainsi importé illégalement plus d'une centaine de véhicules volés qui viendraient alimenter le marché intérieur albanais. Car une fois entrés dans le pays, vous allez voir que les voitures dérobées en Europe, et notamment en France, connaissent une deuxième vie. Elles vont être revendues à prix cassé sur des marchés à ciel ouvert. Ce matin, nous accompagnons Ben à Durrës, à l'ouest du pays. Pour s'y rendre, comble de l'ironie, Ben n'hésite pas, pour éviter les contrôles, à se faire passer pour un policier. C'est quoi ça? Ça, c'est un signal de la police. Je l'ai acheté pour 20 €. Et c'est pas dangereux si de vrais policiers vous arrêtent? Normalement, pour 5 ou 10 €, ça passe. Mais si je me fais arrêter par une patrouille plus rigoureuse, je risque jusqu'à 2 ans de prison. Personne, excepté les connaisseurs, ne pourrait imaginer qu'ici se cache l'un des plus grands marchés aux voleurs de voitures d'Albanie. Sur plusieurs kilomètres, des centaines de véhicules. Il y en a de toute l'Europe. Des Belges, des Allemandes, des Françaises. Encore avec leurs plaques d'origine. C'est ici que Ben va revendre sa Ford volée en France. Mais filmer ici est dangereux. Le marché est tenu par une famille mafieuse. Nous continuons donc notre tournage avec une caméra cachée. Pour justifier notre présence, nous nous faisons passer pour des futurs acheteurs. Combien ça coûte ce Volkswagen? 3 500 €, année 2002. Et le Mercedes? 5 000. De quelle année? 2000. Et la Jaguar? Ça coûte 6 000 €, année de production 2005. On peut faire de bonnes affaires ici, non? Ouais, c'est vraiment pas cher. Depuis 23 ans, il y a des véhicules qui arrivent. Ici, les transactions se font toujours en cash et les prix sont imbattables. En moyenne, ces voitures sont vendues 3 fois moins cher que leur prix en France, à l'Argus. Et des marchés clandestins comme celui-ci, il y en a des dizaines dans tout le pays.
Et s'il y en a autant, c'est parce qu'en Albanie, des centaines de milliers de personnes rouleraient avec une voiture volée à l'étranger, et notamment en France. Parmi eux, cet homme avec le polo vert. Un notable qui assume parfaitement le fait de rouler avec une voiture volée. Une voiture allemande de prestige qu'il n'aurait jamais pu s'offrir sinon. L'homme parle français et nous explique qu'il a acheté une voiture volée en toute connaissance de cause. Moi, je cherchais une voiture. Et comme le marché de voitures volées, comme tu dis, c'était pas un marché tabou, donc c'était pas un marché illégal. Il était ouvert, on le faisait en plein jour. Donc j'avais un ami à moi qui travaillait dans le domaine. Et je lui ai dit un jour, écoute, si tu me trouves une voiture pas chère, il m'a apporté ça du Monténégro. Est-ce que tu regrettes d'avoir acheté ce véhicule? Non, parce que c'est pas moi qui l'ai volé. Moi, j'ai acheté une belle voiture. Moi, je m'en foutais si la voiture était volée ou pas. À l'époque, c'était pas ça qui nous intéressait. À l'époque, c'était le prix. Et comme ces voitures-là ont des prix très favorables, eh bien pourquoi pas? Normalement, pour acheter un tel véhicule, il aurait dû débourser plus de 70 000 euros. Mais il l'a payé 20 000 euros, 3 fois moins cher. Et l'homme n'a rien d'une exception. Comme lui, très nombreux sont les Albanais à acheter des voitures volées. Et apparemment ici, ça ne pose de problème à personne. Le phénomène est tellement répandu que même dans les plus hautes sphères de l'État, on roule souvent dans des véhicules importés illégalement. L'ancien ministre de l'Intérieur en personne, Spartak Possi, a été épinglé il y a quelques années parce qu'il roulait en Mercedes volée. L'affaire a été rendue publique parce que la voiture a été confisquée par la police italienne. Elle figurait là-bas, au fichier des voitures volées. Et pour la petite histoire, cela ne l'a pas empêché de devenir quelques années plus tard ministre des Transports. Tout le marché est donc faussé par l'arrivée massive d'Europe, et notamment de France, de milliers de véhicules volés. Un manque à gagner gigantesque pour les concessionnaires. Car en Albanie, il existe tout de même des concessions officielles. Le problème, c'est qu'elles sont désertées par les clients. Alors nous avons voulu interroger le gérant de la plus grande concession du pays, Mercedes. Il nous explique que le business est compliqué à cause de cette concurrence déloyale. Les 16 concessionnaires qui vendent des véhicules en Albanie n'ont qu'un ou 1,5% du marché. On vend seulement 1500 voitures sur les 60 000 qui viennent d'Europe et rentrent en Albanie. D'après le patron de cette enseigne, 99% des Mercedes qui roulent en Albanie seraient ainsi achetés sur le marché parallèle. Mais que fait la police alors? Qu'ils font avec les autres? Je n'en sais rien. Vous n'avez pas une petite idée? J'ai bien une idée, mais ça ne serait pas le discours officiel. Selon nos informations, et comme l'affirme ce concessionnaire, la plupart des voitures achetées par les Albanais sont donc des voitures volées, qui proviennent d'Europe et notamment de France. Mais alors, comment la police albanaise travaille-t-elle pour lutter contre le trafic de nos voitures? À première vue, Fatnir Arifi est un policier sur les dents. L'homme est responsable de la police aux frontières. Depuis 35 ans, il poursuit les voleurs et selon lui, le trafic de voitures serait de l'histoire ancienne. Il y a 3 ans, ce problème était évident, mais depuis 3 ou 4 ans, il y a une baisse drastique de ce trafic. Les contrôles se sont intensifiés de façon très professionnelle et toute la police frontalière, et pas seulement celle de Shkodra, est formée d'une façon excellente. Le directeur est formel. Impossible selon lui de passer la frontière avec un véhicule volé. Nous évoquons alors le marché parallèle de voitures européennes à prix cassé, et notamment celui des voitures françaises comme celle qu'a fait passer Ben hier. Mais tout ça pour le policier, c'est du passé. Et pour nous montrer que la reprise en main de la police est bel et bien réelle et qu'il n'y a aucune voiture française volée qui peut se retrouver sur le territoire albanais, il nous emmène à 25 km de là, sur un petit terrain vague. C'est ici qu'il stocke tous les véhicules qu'il a saisis. Il tient à nous présenter sa dernière prise, dont il est d'ailleurs très fier. Cette voiture Renault, elle a été volée au Monténégro. Cette Audi, on l'a retrouvée avec des plaques allemandes de Hanovre.
Et quant à ce Land Rover, il a été saisi sans plaque. Ces voitures ont été saisies 10 mètres après avoir franchi le territoire albanais. Pour leur faire passer la frontière, les malfaiteurs ont employé une technique hallucinante que les policiers ont filmée. Les voitures ont été repérées alors qu'elles traversaient un fleuve qui sépare le Monténégro de l'Albanie. Et malgré cette méthode pour le moins surprenante, les trafiquants ont été arrêtés par les hommes de Fatmir Arifi. Les trafiquants ont fait descendre cette voiture vers le fleuve de Vermosh en la faisant passer par une pente à plus de 30 degrés, avec un dénivelé de 45 mètres. Et pour ça, ils ont même dû couper des arbres. Qui aurait pu imaginer un tel trafic? Pour lui, c'est donc la preuve que le poste frontière albanais serait devenu infranchissable pour les voitures françaises volées. Mais en réalité, la plupart des véhicules volés en Europe et en France passent bien la frontière, sans problème, et les plus hautes autorités en sont bien conscients. À l'Office central du crime organisé, Ardian Sipa est le patron de la police. Et l'homme n'a pas la langue dans sa poche. Pour lui, impossible de lutter contre le trafic de voitures, et pour une seule raison, la corruption. On ne peut pas dire que le trafic de voitures n'existe pas en Albanie. Il existe et il existera encore. Malgré nos efforts, l'éliminer est impossible. La corruption est un phénomène contre lequel les policiers essaient de se battre. Mais c'est vraiment très difficile à éradiquer. De l'aveu même des autorités, en Albanie, le système serait donc globalement corrompu. Corruption et trafic de voitures seraient même indissociables. Or, ces pratiques illégales et généralisées, nous allons nous-mêmes en être les témoins privilégiés. Le lendemain, nous rejoignons Ben, le trafiquant albanais. Nous sommes à Tirana, la capitale. Maintenant que le véhicule volé en France a passé la frontière, Ben va devoir le légaliser. C'est-à-dire qu'il doit transformer les faux papiers français de la voiture volée en vrais papiers albanais. Une procédure qui nécessite plusieurs étapes administratives longues et fastidieuses que notre trafiquant va allègrement griller. Et ça commence ici, dans cet immeuble. Nous suivons Ben en caméra cachée. Ici, il doit récupérer un document qui atteste que le véhicule n'est pas volé. En Albanie, on appelle cela le code 0. Normalement, obtenir un tel papier prend 1 semaine. Mais pour Ben, l'employé va faire une exception. Je veux ma voiture aujourd'hui. Vous pouvez le faire? Pour toi, on peut le faire, oui. Ben ne va patienter que quelques minutes. Pour lui, c'est rapide. Et voilà pourquoi. Nous avons payé un haut fonctionnaire pour que le numéro apparaisse 0 dans le système. Nous avons appelé quelqu'un qui recevra l'argent cet après-midi. C'est l'employé qui fait la recherche dans le système pour avoir le code 0. Et quelques minutes plus tard, le bakshish va se révéler efficace. Ben, voici tes documents. Merci. Le trafiquant vient d'obtenir le précieux code 0. La voiture est donc maintenant déclarée officiellement non volée. Ben va pouvoir entamer les démarches pour faire des papiers albanais à cette Ford, qui hier encore était stationnée sur un parking toulousain. Et pour obtenir ces papiers albanais, vous allez voir que de nouveau, un petit billet peut faciliter bien des démarches administratives. Des dizaines de voitures en file indienne. Des guichets pleins à craquer. Des automobilistes au bord de la crise de nerfs. J'en ai vraiment marre. Vous êtes ici depuis quand? Depuis 9h ce matin. Il faut attendre. Vous attendrez le temps qu'il faudra. Bienvenue à la préfecture de Tirana. Chaque jour, des centaines de personnes viennent ici passer le contrôle technique de leur véhicule avant de le faire immatriculer. Une procédure qui prend normalement des heures, mais pas pour notre voiture française, car Ben va bénéficier d'un traitement de faveur. Pas besoin de faire la queue comme tout le monde. Le trafiquant se présente directement au guichet des immatriculations, comme le ferait un VIP. Et quelques minutes plus tard,
il repart avec de nouvelles plaques pour sa Ford, volée en France. Vous n'avez pas attendu pour les papiers? Ici, en Albanie, tout fonctionne avec de l'argent, avec des bakchiches. J'ai payé environ 80 € pour ne pas faire la queue. La personne a pris l'argent et tout a été réglé. Le contrôle technique, la plaque d'immatriculation, tout. À chacune de ces étapes, pour transformer la voiture française en voiture albanaise, Ben a corrompu des fonctionnaires. Au final, ces bakchiches en série lui ont coûté 1 000 €. 2 fois plus que l'achat de sa voiture toulousaine et son transport, qui lui ont coûté 500 €. Au total donc, entre l'achat et les dessous de table, le trafiquant a dépensé 1 500 €. Mais maintenant que la voiture volée française a des papiers albanais en bonne et due forme, Ben va pouvoir la revendre sans problème, le double de ce qu'elle lui a coûté, soit 3 000 €. Il a déjà son acheteur, que nous ne filmerons pas. Ben fournit toujours sur commande, et la plupart du temps, il opère sur demande spécifique de garagistes pour alimenter leur stock de pièces détachées. Combien de voitures avez-vous vendues dans ces garages? Ces dernières années, j'ai déjà vendu au moins 40 voitures. Ben accepte de nous emmener dans un des garages qu'il fournit régulièrement. Ici, il y a quelques semaines, il a livré un 4x4 volé, l'un des modèles les plus rentables pour son business. En Albanie, un Range Rover comme celui-ci, on peut l'acheter à 7 000, 8 000 €. Mais dans un garage, on peut le vendre jusqu'à 10 000 €. Le 4x4 servira à réparer un autre véhicule, ou bien à fabriquer une de ses créations originales dont les garagistes ont le secret, comme cette voiture hybride, made in Albanie. Vous voyez cette voiture, la première partie est un Volkswagen Touareg. Et la deuxième partie, c'est une Porsche. Le Touareg, c'est la partie arrière, et le devant, c'est la Porsche. Voilà comment Ben est devenu un trafiquant riche. Et voilà comment l'Albanie est devenue l'une des destinations prisées des mafieux pour revendre nos voitures volées. Autant de débouchés qui stimulent les voleurs en France. 200 000 véhicules nous sont ainsi dérobés sur notre territoire chaque année. Et les malfrats multiplient les techniques pour voler nos voitures. Nous avons même découvert que certains sont devenus des escrocs redoutables. Des voleurs qui ont fait du mensonge et de l'abus de confiance leur profession. Et Internet, encore une fois, leur a donné de nouvelles idées. Il faut dire qu'en quelques années, le nombre de voitures vendues sur la toile a explosé. Le web est devenu le plus grand garage de France. De plus en plus de propriétaires vendent leurs véhicules en direct, de particulier à particulier. Le problème, vous allez le voir, c'est qu'en évitant les intermédiaires, on se retrouve parfois à la merci de redoutables escrocs. La Vérune, près de Montpellier, dans le sud de la France. En mettant sa voiture à vendre sur Internet il y a 1 an et demi, Stéphane, 30 ans, est loin de s'imaginer qu'il va être victime d'une incroyable escroquerie. Voilà, c'est bien mon véhicule que j'ai mis sur le bon coin pour le vendre. Ça, c'est votre Golf 6? C'était ma Golf 6. Je sais même pas où elle est, je sais même pas où elle est disparue, cette voiture. Il est contacté par un particulier qui lui dit qu'il veut acheter sa Golf. Un certain Nelson San. L'homme se prétend militaire, un gage de sérieux pour Stéphane. Et tout de suite, l'acheteur se montre très intéressé par la voiture. Et son prix, 13 000 €, est pile dans son budget. Il me sort un chèque de 13 000. Comme ça, il était comme un chèque certifié, avec les petites croches de la banque et tout. Il y avait mon nom. Seulement voilà, Stéphane s'est fait avoir. Ce chèque de Nelson San n'est absolument pas certifié, c'est-à-dire garanti par la banque. En réalité, il est même sans provision. Vous avez remis à l'encaissement sur votre compte à la banque postale un chèque. Or, ce chèque nous a été retourné impayé par la banque de l'émetteur. Quand je perds 13 000 €, ma voiture, je me trouve dans une situation comme ça, j'étais enragé, franchement enragé. J'avais la haine contre cette personne. Plus de voiture et pas d'argent, pour Stéphane, pas question d'en rester là. Il porte plainte contre le fameux Nelson San dès le lendemain pour escroquerie. Et, bon réflexe, il se rend dans la foulée à la préfecture.
Son but, éviter que le voleur mette le véhicule à son nom. Je bloque la carte grise, comme ça ils ne puissent pas la récupérer pour la revendre. C'était ça mon objectif. À la préfecture, Stéphane parvient à faire bloquer la carte grise. Il arrive juste à temps, car l'escroc vient justement de faire une demande pour une nouvelle carte à son nom. Mais coup de chance, celle-ci ne lui a pas encore été envoyée. La préfecture lui donne alors l'adresse de l'escroc, celle à laquelle la nouvelle carte grise était sur le point d'être envoyée. L'homme habiterait à plus de 250 km de là, dans le sud, à Toulouse. Nous avons décidé d'aller à la rencontre de cet homme. Et vous allez voir que pour brouiller les pistes, ce voleur a mis en place un scénario digne d'un film d'espionnage. Nous arrivons à l'adresse de l'escroc, celle à laquelle il devait se faire livrer la nouvelle carte grise. Pourtant, à l'entrée, sur les boîtes aux lettres, aucun Nelson San. Apparemment, il a enlevé son nom. Nous profitons de l'arrivée d'un voisin pour pénétrer dans l'immeuble. Nous filmons en caméra cachée. Après avoir frappé à plusieurs portes, au premier étage, un homme nous répond dans l'encoignure de la porte. S'il vous plaît, monsieur, vous savez s'il y a un Nelson San ici? Il n'y a pas de Nelson San ici. Vous savez s'il y avait son nom sur la boîte à lettres? Il n'est plus là. D'après ce voisin, l'homme aurait bien vécu ici, mais aujourd'hui, il a disparu sans laisser d'adresse. Alors où est passé ce Nelson San qui a volé la voiture de Stéphane? Pour retrouver sa trace, nous avons procédé le plus simplement du monde. Nous avons consulté l'annuaire téléphonique et cherché son nom à Toulouse. 4 personnes portent le nom de San. Nous les avons contactés une par une avant de tomber sur Nelson San lui-même. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'homme accepte de nous rencontrer. Rendez-vous est pris pour le lendemain, sur un terrain de football de la ville. Nous sommes alors bien loin d'imaginer les révélations qu'il va nous faire. Le lendemain, nous nous présentons au lieu du rendez-vous. Sur le terrain de foot, plusieurs jeunes gens s'entraînent. C'est à toi. Dont ce jeune homme de 19 ans, le fameux Nelson San, qui aurait subtilisé la voiture de Stéphane. Excusez-moi. Oui. Vous connaissez cette voiture? Oui, je la connais, oui. Non, c'est pas mal, voilà. Nelson San connaît cette voiture, mais dit ne pas l'avoir volée. En fait, le jeune homme nous explique une histoire incroyable. Lui aussi est une victime. Victime d'une usurpation d'identité commise par l'escroc qui a volé la voiture de Stéphane. Pour ce vol, la police est déjà venue l'interroger, mais elle a vite renoncé à l'interpeller. Car le jeune homme s'est fait voler sa carte d'identité il y a quelques mois, et depuis, il vit un véritable cauchemar. À partir de ce moment-là, je me suis dit qu'une personne a volé mon identité. Il a quasiment volé ma vie. L'homme qui a volé sa vie l'a fait dans un but bien précis, commettre des escroqueries sans être inquiété. Il a commencé par ouvrir un compte en banque au nom de Nelson, puis il a effectué de gros retraits d'argent en liquide. 650, 700 euros, 1300, 1400 euros. Au total, plus de 2800 euros en 2 mois. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent sur les comptes que l'escroc a ouverts au nom de Nelson. Alors, la banque va les bloquer. Elle va empêcher tout nouveau retrait. Qu'à cela ne tienne, le faux Nelson San va maintenant se servir du chéquier. Au début, c'était les comptes. Maintenant, c'est les vols de voitures. Et avec, il va faire des dépenses beaucoup plus importantes. Il achète, ou plutôt fait semblant d'acheter, la voiture de Stéphane, et pas que celle-ci. J'ai reçu un appel un jour de personnes habitant à Tarbes, à qui j'aurais acheté une voiture avec un faux chèque à mon nom, qui me demandent de restituer leur véhicule. Une voiture volée à Tarbes. La Golf de Stéphane. Une Audi à Colomiers et une Volkswagen à Castanet. En 2 mois, l'homme aurait ainsi fait une dizaine de victimes autour de Toulouse. Et à chaque fois, c'est Nelson San, le vrai, qui est accusé à tort d'escroquerie. Le véritable coupable, lui, court toujours. C'est dur de se faire accuser de vol de voiture. Ouais, c'est très dur. Surtout que moi, j'ai pas le permis, je sais même pas conduire. Au commissariat de Toulouse, les policiers ont maintenant compris que le jeune Nelson est innocent. Le commissaire en charge de l'enquête a donc concentré ses recherches sur le faux Nelson San. Il a découvert que grâce au chéquier, l'escroc a réussi à dérober 8 voitures supplémentaires. L'objectif pour lui est de réussir à revendre le véhicule avant que les personnes auprès desquelles il l'a acheté ne se rendent compte qu'il leur a donné un chèque en bois et donc naît le réflexe de mettre la carte grise en opposition. Et effectivement,
Grâce à cette technique, l'escroc a réussi à revendre la plupart des véhicules qu'il a subtilisés. Cela lui aurait permis de gagner beaucoup d'argent, plus de 50 000 € sur le dos des victimes. Mais alors, que se passe-t-il quand la police retrouve un de ces véhicules revendus? C'est précisément ce qui est arrivé à Stéphane. Et vous allez voir que les choses ne sont pas simples pour autant. Il y a quelques jours, Stéphane a reçu un courrier du juge qui s'occupe de son dossier. Il est d'abord soulagé, puisque ça commence par une bonne nouvelle. Je vous informe que le véhicule Golf que vous aviez vendu à une personne utilisant l'identité de Sam Nelson a été retrouvé par la police. Mais Stéphane va vite déchanter en lisant la suite de la lettre. Mais auparavant, ce véhicule avait été revendu à monsieur Thomas. C'est ça que je comprends pas. Moi, j'ai fait le nécessaire que cette voiture, elle sera pas revendue. Sans carte grise, là, il faut arrêter, là. C'est un scandale. Autrement dit, quand le véhicule volé a été retrouvé, il a été saisi par la police en attendant que la justice le rende officiellement à son propriétaire. Seulement voilà, le juge considère que, a priori, le dernier acheteur en date est de bonne foi et que donc, c'est lui qui sera désormais légalement le propriétaire de la voiture. Et non Stéphane, tant pis pour lui. À moins que son avocat ne réussisse à prouver que le dernier acheteur de la Golf n'était pas de bonne foi. Et pour l'avocat, cela semble tout à fait possible. Car en matière de biens volés, la loi, dit-il, est très claire. C'est le fameux article 2279. Vous pouvez devenir propriétaire d'un bien dès l'instant que vous prouvez que vous êtes possesseur de bonne foi de ce bien. On va considérer que le propriétaire est de bonne foi lorsque, par exemple, il ne savait pas, encore une fois, que le bien était volé. Ou bien que la transaction s'est faite dans les règles. Si on parle d'un véhicule, s'il n'y a pas de carte grise, si le véhicule a été acheté en numéraire, en dessous de son prix, tout ça, ce sont des indices classiques qui montrent que la personne n'est pas de bonne foi. Et c'est justement cela que l'avocat de Stéphane va tenter de faire valoir prochainement auprès de la juge en charge du dossier. S'il parvient à la convaincre que le dernier acheteur est de mauvaise foi, Stéphane pourrait récupérer son véhicule. Et le propriétaire actuel pourrait donc être poursuivi pour recel. À ce titre, il risquerait jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Mais si à l'inverse, la juge confirme sa première décision et considère que le dernier acheteur est de bonne foi, Stéphane ne reverra jamais sa voiture. Mais toutes les voitures volées ne sont pas toujours revendues en l'état. De plus en plus de véhicules sont dérobés pour servir à alimenter des réseaux de revente de pièces détachées, pour des professionnels peu regardants ou pour des particuliers naïfs. Un business qui rapporte des centaines de milliers d'euros chaque année à des bandes organisées difficiles à démanteler. Car cela requiert des enquêtes longues avant de réunir les preuves suffisantes. Dans quelques instants sur D8, vous verrez comment nos voitures à peine volées peuvent se retrouver désossées en quelques heures. Il y avait déjà un véhicule qui était posé sur les parpaings ici, en cours de désossage. Les portes avaient été enlevées. Le moteur avait déjà disparu. Hein. Le véhicule était volé la semaine avant notre perquisition et le moteur était déjà plus dans l'hangar. Donc je pense qu'il avait vraisemblablement déjà été vendu. Tous les autres véhicules étaient comme ça, démontés, triés par modèle, marque, conditionnés, les compteurs, ils indiquaient les kilométrages, voilà, pour la revente. Vous verrez comment la police s'y prend pour retrouver les voleurs. Le commissaire de police de Dreux. Et pour les confondre. On vient dans le cadre d'une commission rogatoire pour les trafics de vol de véhicules, l'escroquerie non organisée. Mais toutes les voitures volées ne sont pas toujours revendues en l'état. De plus en plus de véhicules sont dérobés pour servir à alimenter des réseaux de revente de pièces détachées, pour des professionnels peu regardants ou pour des particuliers naïfs. Un business qui rapporte des centaines de milliers d'euros chaque année à des bandes organisées difficiles à démanteler. Car cela requiert des enquêtes longues avant de réunir les preuves suffisantes. Dreux, en Eure-et-Loire. Depuis quelques semaines, les policiers sont sur une nouvelle affaire. Une affaire qui a commencé ici, avec la découverte d'une voiture volée. Donc elle est retrouvée ici, donc cachée depuis la rue qui est derrière, cachée par le camion, etc. Donc invisible depuis l'extérieur, à côté d'un autre véhicule également signalé volé. 2 véhicules volés, stationnés au même endroit. Curieuse coïncidence. De quoi éveiller les soupçons des enquêteurs. Le parking est entouré d'entrepôts, les policiers décident d'aller y jeter un œil.
À l'intérieur, ils découvrent un gigantesque garage clandestin où l'on démonte des voitures. Des pneus, des pare-chocs, des portières, des compteurs, des airbags, des centaines de pièces détachées, une vingtaine de véhicules à moitié désossés. Il y avait déjà un véhicule qui était posé sur les parpaings ici, en cours de désossage. Les portes avaient été enlevées. Le moteur avait déjà disparu. Hein. Le véhicule était volé la semaine avant notre perquisition et le moteur était déjà plus dans le hangar. Donc je pense qu'il avait vraisemblablement déjà été vendu. Tous les autres véhicules étaient comme ça, démontés, triés par modèle, marque, conditionnés. Les compteurs, ils indiquaient les kilométrages, voilà, pour leur vente. Un trafic à grande échelle. Pour les policiers, c'est une belle découverte. Si on n'était pas arrivé, le trafic continuera encore. Hein. Le hangar est loué depuis 3 mois. Je pense que vraisemblablement, ils n'étaient pas leur coup d'essai. Hein. Alors ça, c'est des professionnels, on est sur du trafic de grande envergure. Hein. À partir de ce hangar, les policiers vont avancer rapidement dans leur enquête. Ils découvrent que le locataire des lieux est un homme déjà connu de leur service. Il a été arrêté plusieurs fois pour trafic de stupéfiants. Mais ce n'est pas tout. Un de ses frères serait également mouillé dans ce trafic. Parmi tous les restes de véhicules volés retrouvés dans le hangar, c'est le reste d'un véhicule Citroën C4 Picasso. Il y en a un qui, après vérification du numéro de série, lui appartient. Donc lui, il a déclaré volé. Il a récupéré 9 000 € sur le véhicule de l'assurance. Et apparemment, ce trafic impliquerait un autre membre de leur famille, un troisième frère, qui a oublié son passeport dans le hangar. À ce stade, les policiers ont donc 3 suspects, les 3 frères. Mais rien de tangible. Ils font alors une banale enquête de voisinage. Et un des voisins va se révéler être une mine inespérée d'informations. En plus des 3 frères, le témoin a vu 2 autres hommes venir régulièrement au hangar. Coup de chance pour les policiers, il les connaît. Il leur donne leur nom. Les enquêteurs vont les mettre sur écoute. Ils veulent savoir s'ils sont bien en relation avec les 3 frères. Et effectivement, c'est le cas. Mais problème, dans ces conversations téléphoniques, il n'y a rien qui prouve le trafic de voitures. Pour les policiers, toujours pas de preuves. L'enquête piétine. Encore une fois, c'est le voisin du hangar qui va les aider. Il va leur livrer d'autres informations. Selon lui, les trafiquants se feraient livrer des voitures volées par un délinquant du quartier. Il les démontrait ensuite dans les hangars pour fournir en pièces détachées de petits garagistes de la région, peu regardants sur l'origine des pièces. On a au moins 3 garages du secteur qui rachetaient des pièces à ces personnes-là. Et ils facturent une pièce comme s'il l'avait acheté pour une pièce d'occasion, comme s'il l'avait acheté dans une casse ou s'il avait ça en stock dans son garage. Enfin voilà. Pour l'instant, vous ne pouvez pas aller les voir? C'est pas qu'on peut pas aller les voir, c'est qu'on préfère ne pas aller les voir pour le secret de l'enquête. Automatiquement, si je vais voir tel garagiste en sachant qu'il a acheté des pièces une demi-heure après, je sais très bien que mes personnes là-dedans, ils seront immédiatement au courant du travail qu'on a fait. Les enquêteurs préfèrent donc étoffer leur dossier avant d'intervenir. Ils continuent de rassembler des preuves contre les 5 suspects. Ils vont tenter de prouver qu'ils gagnent leur vie illégalement. Et pour cela, ils vont rechercher des traces de mouvements d'argent suspects sur leur compte en banque. Donc c'est pour voir si ce qu'il y a sur leur compte correspond avec les sommes qu'ils déclarent, notamment aux impôts, par rapport à leurs revenus puis ou les prestations sociales qu'ils peuvent percevoir. Les policiers se rendent dans les banques des suspects. Ce matin-là, ils se présentent dans une agence du centre-ville de Dreux. Nous les suivons en caméra cachée. Bonjour monsieur, commissariat de Dreux. On a besoin d'avoir les comptes des individus qui sont concernés par ce dossier. D'accord. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais cette démarche va se révéler très fructueuse. Le conseiller d'un des 5 suspects reçoit en personne les enquêteurs. Et il leur livre d'emblée une information surprenante. L'homme en question ne fait plus partie de ses clients, ou presque. Car, fait rarissime, la banque vient de lancer une procédure pour se débarrasser de lui. Clairement, on se sépare de lui. D'accord. De toute façon, il n'y a pas de chance. Il a été détecté avec des mouvements certainement anormaux et sans justificatif probatoire. En clair, la banque a constaté qu'il y avait des transactions de grosses sommes en liquide sur son compte. La banque a tout de suite des doutes. Elle suspecte que ce cash est le fruit d'activités illégales. Comme la loi l'y autorise,
Elle demande des éclaircissements. Le suspect lui répond qu'il a acheté et revendu une voiture. C'est sa déclaration et c'est ce qui nous a poussé à l'achat d'une voiture. La somme, vous dites 13 000 là. Le problème, c'est que l'homme ne présente aucune preuve ni d'achat, ni de vente de ce véhicule. Nous, on demande le certificat de cession, la carte grise, les éléments de cette nature-là, mais... Et lui, il a jamais revendu. Autre problème aux yeux de la banque, l'opération se répète plusieurs semaines d'affilée. Nous, les opérations, c'est plus la répétition, oui, c'est le côté atypique de l'opération qui nous fait dire quelque chose qui nous chiffonne. C'est la répétition qui fait. Ici, c'est tout en espèces. Donc quand je vois que les acomptes sont versés en espèces, une fois, 2 fois, 3 fois, on commence à se dire, bon, c'est bizarre. Il y a quelque chose de louche et après, c'est détecté, quoi. Et on les relevés, on les a, hein, vous inquiétez pas. Oh, très bien, ça vous arrange en même temps. Les enquêteurs disposent donc d'un élément supplémentaire pour étayer leur dossier. Merci beaucoup. S'il y a besoin, je vous dis, n'hésitez pas. Si après, je peux vous faciliter la vie. Très bien. Merci. Bonne journée. Bon après-midi, à bientôt. Ces transactions en liquide, sans justificatif, sont donc un élément précieux, un élément déterminant pour l'enquête, mais encore insuffisant pour arrêter les 5 suspects. Alors, les policiers vont poursuivre méthodiquement leur enquête. Et vous allez voir qu'un simple contrôle de routine va tout précipiter. Dans ce genre d'affaires de trafic de pièces détachées, les policiers le savent. Il arrive que les receleurs revendent les pièces qui leur restent sur les bras sur Internet. Les enquêteurs vont donc éplucher les sites de petites annonces du web à la recherche d'une trace qui pourrait les confondre. Et cette piste va s'avérer payante. Un des 5 suspects vend des pièces détachées. Et comme par hasard, la description de ces pièces correspond parfaitement à plusieurs véhicules volés retrouvés dans le hangar. Et les sommes en jeu sont coquettes. Une porte, c'est 300 € encore en plus. Un démarreur à 50 €, 5 € ici, 15 € là. Vu le nombre de pièces qu'il y a sur un véhicule, au final, sur un véhicule volé qu'on a payé 800 € au départ, on se retrouve avec 5 ou 6 000 €. Oh, la culbute, elle est bonne. Hein. À ce stade-là, les enquêteurs considèrent que leur dossier est suffisamment avancé pour interpeller l'un des 5 suspects, l'homme qui a mis en vente ses pièces sur Internet. Je prends chaque minute de non-cours pour interpellation et perquisition. Les enquêteurs espèrent qu'il dénoncera ses complices présumés. Sa voiture qui est là. Voilà. L'homme habite un petit village au nord de Dreux. Bonjour monsieur, commissaire de police de Dreux. On vient dans le cadre d'une commission rogatoire pour les trafics de vol de véhicules, l'escroquerie en bande organisée. Cueilli au saut du lit, l'homme ne semble pas comprendre ce qui se passe. C'est pour qu'on est là ou pas à peu près? Non. Vous avez acheté un moteur de voiture il n'y a pas longtemps? Non. Vous avez été vu en train de quitter un hangar sur Dreux avec des pièces de voiture? Oui, ça, je suis au courant. Voilà. Ça vient d'où ça? Des histoires avec des gens que je ne suis plus maintenant. C'est quoi ces histoires? On peut s'en souvenir parce que je... Sans même que les enquêteurs lui aient posé la question, l'homme évoque spontanément des histoires avec des gens qu'il ne fréquenterait plus. Faut tout nous expliquer là, parce que c'est quand même une affaire assez grave, donc importante. Donc si on vient là, c'est pas par hasard. Si on vient tout le matin, donc. C'est quoi l'histoire? En fait, ce monsieur-là, je faisais de la musculation avant dans le cours. Ouais. Et ce monsieur-là, j'ai rencontré là-bas à la musculation. C'est qui ce monsieur-là déjà? C'est Guy. Ouais. Ah, c'est Guy, merde. Oui. Ouais. Je me suis fait ami avec lui, tout ça. Moi, je suis mécanicien normal à la base. D'accord. Moto. Et moi, je suis fait ami avec lui. Nanana, il m'a dit qu'au bout d'un moment, il faisait des voitures. Il avait eu un hangar avec d'autres monsieur. Ok. Mejnou. Mejnou, son frère. Milo. Milo. Et il faisait de la mécanique, tout comme ça. Et puis moi, au fur et à mesure, j'allais les voir, on était amis, tout comme ça. L'homme reconnaît avoir démonté un moteur dans le fameux hangar, mais il dit que c'était pour aider un de ses amis douteux. Cet ami, dit-il, arrondissait ses fins de mois en vendant des pièces détachées de voitures. Il lui aurait demandé à plusieurs reprises un coup de main. Et quand vous déclarez la mécanique, il dit quoi? C'est de la mécanique honnête?
Ou la voiture qui volait? Il me disait que les voitures, il les achetait, je vous dis qu'il me disait exactement que les voitures, il les avait achetées, que c'était des voitures gagées, que soit les gens ne pouvaient pas les revendre parce que c'était gagé, ou que, vous voyez, trop d'amendes, trucs comme ça, donc les gens voulaient au moins récupérer de l'argent. Des voitures gagées, c'est-à-dire des voitures théoriquement invendables, souvent achetées à crédit. Selon le suspect donc, c'étaient les propriétaires eux-mêmes qui demandaient à ce que leur véhicule soit démonté et vendu en pièces détachées. À aucun moment, ils n'auraient imaginé que ces voitures étaient en réalité volées. Vous ne croyez pas, je ne savais pas que c'était ça. Je fais confiance, tu vois. D'accord. Pas de ça, on va prendre ça, vous allez venir avec nous au commissariat, on va faire une audition. Les policiers s'interrogent sur le rôle exact du mécanicien. Deux choses une, soit vous êtes une victime, soit vous êtes un complice. Ils vont donc l'auditionner au commissariat. Habillez-vous déjà. En l'emmenant au poste, ils espèrent obtenir des aveux ou des précisions sur le trafic de voitures volées. Et aussi éclaircir une question simple. Si l'homme ne faisait qu'aider à démonter les véhicules pour un trafic qu'il ignorait, comment se fait-il qu'il ait lui-même mis en vente des pièces détachées sur Internet? Une fois au commissariat, c'est la première question qui va lui être posée. Et vous, c'était quoi votre rôle là-dedans alors? Rien, je n'avais pas de rôle. Moi, c'était juste un ami, quoi. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Moi, ça ne me regardait pas, comme je dis. Vous, c'est juste pour le dire bonjour, voilà. On vous avez dit quand même que vous avez démonté des pièces? Ouais, c'était des panneaux de porte. Des panneaux de porte de quel véhicule? Mégane 2. Donc quand vous êtes arrivé, la Mégane 2, elle était en cours des ossages, c'est ça? Elle était posée sur parpaing et puis... c'est ça? Ouais. L'homme reconnaît à nouveau avoir démonté les pièces de plusieurs véhicules il y a quelques mois. Il reconnaît aussi avoir mis en vente des pièces sur un site internet. Mais il affirme que c'était de sa propre initiative et non pas à la demande des autres. Vous étiez chargé de mettre les pièces sur le bon coin, c'est ça? J'étais pas chargé en fait. Moi j'aurais dit que ça se vendrait mieux et du coup j'en ai mis et puis voilà. Vous preniez les photos sur votre iPhone et puis direct après vous passiez l'annonce, c'est ça? Le suspect aurait ainsi mis une vingtaine de pièces détachées en photo sur le bon coin pour aider ses amis à les vendre plus rapidement. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que les véhicules n'étaient pas gagés, mais volés, et qu'ils se brouillent avec la bande. Comment vous avez su que les véhicules étaient volés? Un jour, mais t'es fou, pourquoi tu fais ça hein? Je suis pourquoi il me fait parce que c'est des voitures volées. Mais moi, on me l'a jamais dit. Vous avez dit quoi sur les véhicules? Après, vous avez bien interrogé quand même. Vous avez dit, vous volez d'où? Non, moi je dis parce que moi, ce jour-là, j'ai pas voulu savoir. Pour les policiers, ce suspect a pu être manipulé par les 4 autres trafiquants présumés. Sa version est plausible. D'autant que, d'après leurs écoutes, il a effectivement cessé d'être en contact depuis plusieurs semaines avec le reste de la bande. Les enquêteurs vont donc le relâcher. Je pense qu'il était un peu crédule sur le coup. Il a expliqué qu'il avait bien connaissance de trafic, de voitures, mais lui qui pensait légal. Ça confirme nos soupçons et ça nous oriente un petit peu plus vers 3 personnes plus particulièrement. L'enquête des policiers est bouclée. Plusieurs témoignages concordants et accablants, des transactions en argent liquide injustifiées, des écoutes téléphoniques qui prouvent les liens entre les hommes de la bande. Les policiers ont recueilli assez d'éléments. Les interpellations auront lieu quelques jours plus tard. 3 des suspects seront arrêtés. Pour vol en bande organisée, les trafiquants présumés encourent 15 ans de prison et 150 000 € d'amende.